Aujourd'hui, on va parler d'une nouvelle base de données dans le Web of Science, dans la plateforme Web of Science, qui s'appelle Research Commons. Et l'idée, la philosophie derrière cette base de données, c'est de vous permettre d'élargir votre horizon de recherche quand vous explorez la euh, littérature scientifique. Donc, ce que je vais faire, je vais parcourir quelques diapos et ensuite je vais faire une petite démo live dans la plateforme. Alors, pour ceux d'entre vous qui utilisent le Web of Science depuis quelque temps déjà, vous avez certainement pu réaliser qu'il y avait pas mal d'initiatives autour d'expansion de contenu. En termes de développement du Web of Science, on essaie toujours de répondre aux besoins des utilisateurs en termes de matière de contenu scientifique. Et si on remonte aux années 2000, entre 2000 et 2010, il y avait les premières initiatives d'expansion du contenu de la base de données Web of Science Core Collection, inclut les suivantes. Par exemple, on avait le lancement de la base chinois de contenu en chinois, en coréen, Silo pour le contenu d'Amérique latine, Afrique du Sud, espagnol et portugais. Donc ça, c'était les premières initiatives. L'idée, c'est d'être un peu plus inclusif, plus global en termes de contenu qu'on trouve dans le Web of Science. Bon, il y a tout un historique. Web of Science étant une plateforme qui a pour origine les États-Unis. Donc, pour des raisons historiques, mais aussi technologiques, pendant plusieurs années, il y avait essentiellement du contenu limité à certaines langues provenant de certains pays. Donc, l'idée, c'est d'étendre le contenu et d'avoir du contenu un peu plus international. En 2015, il y a eu le lancement d'une base qui fait partie maintenant de la Core Collection, donc qui s'appelle Emerging Source Citation Index, un indice de citation des sources de contenu dites émergentes. C'est essentiellement c'est des journaux. Très bon niveau de qualité. On les appelle émergents dans le sens où leur impact, si on le compare à des journaux mieux établis, plus établis, on constate que leur niveau d'influence est encore assez émergent. Ensuite, début des années 2020, pas mal de nouvelles bases de données telles que l'Arabic Citation Index, donc indice de citation arabe qui couvre les journaux publiés dans les pays de la Ligue arabe. Alors, les 22 pays de la Ligue arabe, mais c'est pas forcément, c'est majoritairement du contenu en arabe. J'ai fait une étude détaillée sur ce sujet. On est autour de 92-93% du contenu de cette base qui est en arabe. Mais on le sait, dans les pays arabes, il y a du contenu publié dans d'autres langues. Pensons à l'anglais, le français, l'allemand, l'italien, le kurde, si on prend le cas de l'Irak, par exemple. Donc, on va trouver du contenu dans ces langues également, avec pour origine des pays de la Ligue arabe. Ensuite, d'autres bases de données, l'indice de citation des preprints. Un preprint, c'est une pré-publication. Typiquement, quand on fait une étude, c'est que ça prend du temps pour la publier. On a un développement assez récent qui concerne les pré-publications. On prend son manuscrit et on le dépose sur un serveur du type archive.org, par exemple, archive.org, ou medRxiv, etc., ou bioRxiv, ou Research Square. Toutes ces plateformes qui vous permettent de déposer, de téléverser vos pré-publications. Donc, ce qu'on a fait, c'est qu'on a commencé aussi à indexer ces pré-publications avec un système de version aussi, euh, etc. On a aussi les dissertations, les thèses, donc qui proviennent de ProQuest. Donc ça, c'est très grande base de données, plus de 6 millions de dissertations et thèses euh, dans ProQuest qui sont maintenant disponibles dans le Web of Science. On a aussi une base relativement récente, l'indice des subventions, des bourses, et aussi un indice euh, des documents liés à la politique, donc ce qu'on appelle des policy documents. Ce qui nous intéresse aujourd'hui, c'est
le Research Commons. Donc c'est une grande base de données, plus de 32 millions de publications de recherche. Et la particularité de cette base, c'est que ces travaux proviennent de sources ouvertes. Alors, notre approche pour l'expansion, elle est toujours restée double. Donc, on a ajouté des sources conformes à nos politiques éditoriales rigoureuses. Alors, juste un instant. Donc, on a des politiques éditoriales très strictes, très rigoureuses au sein de la Core Collection. L'idée, c'est de favoriser alors une découverte efficace pour les chercheurs, mais aussi des analyses sur lesquelles on peut s'appuyer sans se poser des questions sur la qualité des données qu'on utilise pour faire des analyses. Mais ce qu'on a fait aussi, c'est qu'on a introduit ces différentes bases de données complémentaires, pour prendre en charge des cas d'utilisation qui nécessitent une plus grande étendue, par exemple pour la revue Synthèse Littérature, par exemple, où là, on pourrait s'intéresser aux dissertations et thèses, les prépublications ou du contenu régional. Alors, quand on regarde la base de données, on pourrait la représenter comme ça. La plateforme, ça c'est la plateforme Web of Science. Donc on a Web of Science Core Collection, c'est la base de données du noyau, c'est un petit peu le cœur de la plateforme, première base de données d'ailleurs, qui est constituée de plusieurs indices. On a des indices de journaux, donc en sciences, sciences sociales, sciences artistiques, sciences humaines et les journaux émergents dont j'ai parlé tout à l'heure. Mais on a aussi deux autres indices ou types de collections. Des conférences en sciences et sciences sociales, donc on a deux indices, et un indice de citation pour les livres en sciences et en sciences sociales. Ensuite, ce qu'on a aussi, donc on a le contenu régional ici en rouge. Ensuite, ce qu'on appelle Beyond Published Literature, donc là on va essayer d'aller plus loin que la littérature classique, journaux, livres, conférences, etc. On va s'intéresser par exemple aux brevets, aux ensembles de données, du code, du software par exemple, des scripts, indices de subvention, les prépublications, les dissertations, les thèses. Et ensuite, en vert, on va avoir des collections spécialisées, dont la dernière, Research Commons, qui, comme je l'ai mentionné tout à l'heure, ça va être du contenu supplémentaire qui proviennent de sources de métadonnées ouvertes. Donc, l'idée, c'est de répondre à la demande de contenu supplémentaire dans la base. Alors, pour ceux d'entre vous qui font de l'informatique, quand on construit une base de données, même si on s'appuie sur le même contenu, vous allez avoir potentiellement différentes bases de données en termes de qualité. Même si je vous donne les mêmes données sources, à moins de tout ajouter, et là on indexerait tous de la même façon. Ce qu'il faut savoir, c'est que les bases de données, toutes les bases de données ne se valent pas forcément, parce que voilà, il y a un historique, il y a aussi des questions de technologie, et des questions de moyens, et des questions de philosophie également. Dans le Web of Science Core Collection, si on repart sur l'historique, donc fin des années 50, début des années 60, ce qu'on appelle maintenant journaux indexés ou conférences indexées ou livres indexés dans Web of Science, donc journaux avec facteur d'impact, etc. L'origine, c'est vraiment ici. Euh, et l'idée, c'était, et c'est toujours, de se focaliser sur les journaux de qualité. Et on va utiliser un processus de sélection. Donc, on a plusieurs critères. On en a 28 en tout. 24 relatifs à la qualité et 4 relatifs à l'impact. Et on va indexer, on va analyser les journaux pour voir si ces journaux répondent à nos critères. À partir de là, on décide si le journal est indexé ou pas. C'est pour ça qu'on a une distinction entre ce journal est indexé dans le Web of Science, ensuite il a un facteur d'impact, etc. Ou alors il ne répond pas aux critères de sélection et il n'est pas indexé.
La façon dont on construit la base Web of Science Core Collection, qui a un historique, je vous le fais rapidement. ISI ou ISI, Institute for Scientific Information, c'est l'institut qui est à l'origine du Web of Science, qui a ensuite fait partie de Thomson Scientific. Thomson a racheté Reuters, c'est devenu le groupe Thomson Reuters, et la division propriété intellectuelle et scientifique est devenue indépendante qui forme maintenant la société Clarivate. Donc le Web of Science est maintenant un produit commercialisé par Clarivate. Ce qu'on fait pour obtenir le contenu, c'est que nous, on obtient le contenu directement à la source. C'est les journaux qui nous envoient le contenu. Il n'y a pas de données tierces, c'est du contenu qu'on récupère nous-mêmes directement depuis la source, c'est-à-dire depuis les éditeurs qui nous communiquent les données au niveau des journaux, au niveau des publications. On a une cohérence en termes d'indexation, politique très stricte en termes de décision sur quel journal on va indexer ou pas. Pareil pour les conférences, les colloques, les livres, chapitres de livres. Quand on décide si un journal est maintenant indexé, on va indexer de bout en bout, c'est-à-dire de la première page à la dernière. On ne fait pas une sélection dans le journal. On utilise différentes techniques automatisées mais aussi manuelles. On va grand processus de vérification, validation des données. Ce qui est très important aussi quand on fait une indexation, on va indexer tous les auteurs, toutes leurs adresses, toutes les références dans la base de données. C'est ça qui crée un réseau de citations. C'est là où ensuite on peut calculer les citations. À partir de 2008, on a aussi commencé à indexer les données de financement. Vous savez, quand un auteur remercie une agence de financement, il va le mentionner dans son manuscrit. On indexe aussi ces données. En termes de discipline, vous allez voir que c'est très multidisciplinaire. Alors, je ne sais pas pourquoi, encore maintenant, on entend souvent des chercheurs dire oui, mais le Web of Science, c'est pas pour les sciences sociales, c'est pas pour tel domaine ou autre. Alors, c'est pas vrai, il y a vraiment une large couverture de disciplines dans la base. Alors, c'est pour ça que tout à l'heure, j'ai parlé de plateforme. Dans la plateforme Web of Science, c'est tout un écosystème et on ne se limite pas qu'aux journaux. Alors, typiquement, les articles de journaux, c'est ce sur quoi on s'appuie beaucoup quand on fait de la science. Il y a aussi les synthèses de littérature, il y a les conférences, il y a aussi les dissertations, les thèses des étudiants qui sont très importantes. Les prépublications dont j'ai parlé tout à l'heure, mais aussi les livres, chapitres de livres, les brevets, les bourses ou subventions et les documents politiques. Et l'idée ici, c'est que vous allez voir qu'il y a un écosystème. Toutes ces bases-là sont connectées dans la plateforme. Et selon vos besoins, par exemple, si on veut démontrer l'impact d'une institution sur l'innovation, on va pouvoir, par exemple, identifier les brevets. Ok, on va identifier les brevets qui, par exemple, s'appuient sur les recherches de votre propre institution. Donc ça, on pourrait le faire, par exemple. Ok. On pourrait regarder aussi l'impact qu'on a sur la société, sur les documents politiques. Je ne sais pas, moi, il y a une nouvelle loi qui est passée dans un pays qui fait référence à des publications ou scientifiques des chercheurs de notre institution. Ben là, c'est un autre type d'impact. Les travaux qu'on a faits ont euh, contribué au développement de certaines politiques. Ça, on peut le traquer aussi. Alors, on peut utiliser aussi les bourses pour démontrer l'impact des recherches financées par des bailleurs de fonds. Et on pourrait regarder aussi la production, la productivité des jeunes chercheurs, étudiants en master, étudiants en doctorant, en analysant par exemple les dissertations et les thèses. Donc ça, on pourrait le faire également. Alors, le Web of Science, c'est pour ça que je parle de plateforme, c'est plus qu'une simple base de données. Il y a tout un écosystème où les bases sont connectées. Là, c'est un exemple de publication. Donc, c'est un article qui date de 1982, publié dans Biological Cybernetics. Donc, c'est un auteur. Donc là, on est dans de l'ingénierie électrique, électronique. Donc, c'est des algorithmes de clustering. Et on le voit que cette publication, elle a été citée 6026 fois. Mais ce qui est intéressant, c'est que ça, c'est 6026 fois si on s'appuie que sur le Web of Science Core Collection, que sur
des journaux, conférences et livres indexés. D'accord? Mais si on regarde les autres bases de données, cette publication elle a reçu bien plus de citations, c'est 1811. Alors, euh, il y en a 1101 de Biosys, une de Arabic Citation Index, beaucoup de citations qui proviennent de brevets, 54. Derwent Innovation Index, c'est une base de données de, de brevets. 331 dans des thèses, des dissertations, 2 dans des documents politiques, et vous voyez maintenant 217 dans Research Commons, c'est-à-dire dans la littérature disponible dans les bases de données euh, ouvertes. Alors, ce que je dis ici, c'est que les citations, c'est important parce qu'on pourrait se limiter qu'à certaines bases, mais les citations, c'est bien plus qu'un simple chiffre, au-delà du fait que voilà, qu'il y en ait 6000 ou 6500 ou 100, etc. Ce qui importe vraiment, c'est que ces citations-là, ça crée des liens entre les publications. Et on peut suivre, à partir de ces liens, à partir des références, on peut utiliser ces liens pour essayer de comprendre un petit peu soit l'impact, soit l'évolution d'une idée, comment une idée a été développée euh, au cours du temps. Et on peut aussi, comme je viens de le mentionner, une citation qui provient d'un brevet, c'est pas la même chose qu'une citation qui provient euh, d'une dissertation, d'une thèse, par exemple, ou d'une prépublication. C'est pas le même, c'est pas tout à fait le même niveau. Alors, ce que je veux faire comprendre ici, c'est que en élargissant, en ayant accès et en utilisant une base comme Research Commons, vous allez pouvoir rendre votre voix, la voix VOIX, donc vos idées, vos publications, beaucoup plus détectables, plus disponibles dans la base. Pourquoi? Parce que vous allez avoir une couverture plus importante. Alors, quelques statistiques pour caractériser un petit peu cette base. On a plus de 33 millions d'enregistrements, donc de notices supplémentaires sur la plateforme. Rien qu'avec cette base, c'est énorme. Euh, et bon, il y en a qui étaient déjà disponibles, mais dans ces 33 millions, il y en a 29 millions qui sont nouvelles ou uniques, c'est-à-dire qui n'étaient pas là avant l'existence de cette base, de cette nouvelle base de données. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde le contenu, il y a 53% du contenu qui provient de chercheurs des pays du Sud. Euh, et c'est intéressant parce que quand on veut localiser des experts actifs sur des questions locales ou émergentes dans une région précise, ça vous permet d'utiliser ou d'avoir une base de données pour effectuer ce genre d'analyse. Alors, tout à l'heure, j'ai mentionné très rapidement, quand on regarde cette base, il y a 43% du contenu qui est classé comme étant du contenu en sciences sociales, sciences artistiques et sciences humaines. Et en ayant cette nouvelle base, on a typiquement plus de 20% de nouveaux contenus de revues sur la plateforme Web of Science. Alors, l'idée, c'est d'explorer, mais davantage les travaux de recherche, la base. Ici, alors je vais traduire très rapidement ici. L'objectif, c'est d'avoir plus de publications, donc découvrir plus de contenu sur la plateforme. On peut, selon ce qui vous intéresse, soit prioriser la qualité, donc là, par exemple, Web of Science Core Collection, ou alors la profondeur, selon vos besoins. Et en termes d'évaluation, si vous utilisez des, des données pour effectuer des analyses au niveau d'une institution, au niveau d'un pays, par exemple, vous allez être capable de raconter une histoire un peu plus complète, euh, soit de votre pays ou de votre institution. J'ai pris l'exemple de l'Iran. Quand on fait une recherche sur l'Iran, sur l'adresse Iran, c'est-à-dire je veux chercher toutes les publications dans le Web of Science, la plateforme Web of Science qui ont au moins un auteur basé en Iran, je trouve 1 million de publications. Alors 900 000 sur Web of Science, mais on constate 110 000 rien que dans Research Commons. Donc voilà, cette nouvelle base, pour l'Iran par exemple, ça ajoute à peu près 12% de nouveaux contenus.
Donc on va avoir des sources plus locales. Par exemple, ici on le voit, Optics and Photonic Society of Iran, par exemple, Modern Mechanical Engineering. Donc plus de journaux locaux, plus de sujets locaux. Et l'idée, c'est que quand vous publiez dans ces journaux-là, vous allez pouvoir faire euh, entendre votre voix mieux que si vous vous focalisez sur d'autres bases de données. Alors, ce que je disais précédemment, c'est en fonction de vos besoins, vous allez privilégier la qualité ou l'étendue par rapport à la base de données que vous allez utiliser. Alors, si on n'est pas très sûr, on a aussi la possibilité de chercher dans toutes les bases de données auxquelles on a accès. Donc, bon, là, c'est une capture d'écran, mais si je le monte ici, vous allez voir All Databases. Donc là, c'est quoi? C'est, en gros, je cherche dans toutes les bases de données auxquelles j'ai accès. On a une citation de quelqu'un qui travaille avec les ressources informatiques ou d'information aux États-Unis, Michael Brewer, qui dit: «Ajouter davantage au Web of Science sera toujours une bonne chose tant que les gens peuvent accéder aux données qu'ils souhaitent». En gros, c'est ça, c'est tant qu'on peut accéder aux données, c'est vraiment ça l'idée. On a un certain avantage ici. Alors, ce que je disais, c'est que avec ce type de contenu, ce qu'on a fait, c'est qu'on a aussi commencé à enrichir les données. Donc, par exemple, les adresses. Donc ça, c'est vraiment un travail de titan, c'est pas facile. On prend les adresses, par exemple, Univ Iceland. Donc là, on le comprend, c'est pas très compliqué. C'est l'université d'Islande. Mais nous, ce qu'on fait, c'est qu'on va unifier les noms d'organisations. C'est pour ça qu'on a la petite flèche ici. Ça, c'est l'adresse originale. Mais on a aussi le nom unifié. D'accord. Et en plus de ça, vu que là, on le voit, School Health Sciences, donc c'est la faculté ou faculté des sciences de la santé. Ben, ce qu'on dit, c'est qu'on a un autre niveau, c'est University of Iceland School of Health Sciences. Donc c'est là où on commence à voir par exemple, une hiérarchie au niveau des institutions. On va avoir par exemple la faculté ou le département, la faculté et l'université. Alors l'idée, c'est d'améliorer les données. Donc ça, c'est des données où nous, on n'obtient pas en direct des sources. On les a récupérées d'autres bases de données, des bases de données ouvertes. Mais on essaye d'enrichir ces données-là pour pouvoir effectuer des analyses assez précises. Donc là, je vous ai donné un exemple des adresses. Donc là, on va les unifier. OK. Donc à partir de l'affiliation des auteurs. Donc là, on voit, on a 2 auteurs. Et, et l'idée, c'est que quand on va chercher sur Université d'Islande, on va avoir une idée plus précise de la production de cette institution. Après, le contenu de cette collection, je peux vous l'annoncer dès tout de suite, il sera mis en correspondance avec le réseau de citation Web of Science. Donc, quand un article de Research Commons, on le voit ici, cite, c'est ça, quand un article de la collection principale cite un article de Research Commons, donc cette citation, elle apparaîtra comme une référence liée. C'est pour ça qu'on le voit ici. Donc, dans cette base, cet, cet article qui est dans Research Commons a été cité 11 fois, d'accord? Mais il a été aussi cité 47 fois si on prend toutes les bases de données. 35 fois dans Web of Science Core Collection, 6 dans BioSys, et ainsi de suite. Une fois dans les dissertations, et on l'a déjà vu 11 fois pour les articles ou les publications de cette même base de données. Ok. Donc là, on le voit, Research Commons contribue également au décompte qu'on a des citations pour toutes les bases de données. Plus tard, en 2025, ce qu'on compte faire, c'est aussi mettre en correspondance les notices. Donc là, par exemple, un enregistrement, une publication avec les catégories thématiques du Web of Science. Donc une catégorie thématique, c'est typiquement le domaine de recherche. Ok. Donc là, on fera une correspondance en disant, voilà, ça c'est une publication dans tel ou tel domaine, comme on l'a pour le Web of Science Core Collection. Alors je poursuis.
Quand on regarde ici, donc ça j'ai déjà montré, on peut faire une analyse. Par exemple, si je cherche sur le pays Islande, je vais avoir 42 000 publications, 41 000 dans Web of Science, Core Collection, et 1500 dans Research Commons. Ok. Et si je fais un filtre sur l'université d'Islande, là, je vais voir, par exemple, que sur 42 000 au niveau de tout le pays, on en a 25 000 qui proviennent d'une seule université. Ok. Donc, l'idée, c'est que aussi quand vous faites une recherche, vous verrez par défaut, comme pour les prépublications, sur un sujet de recherche, donc intelligence artificielle, vous verrez que par défaut, on exclut les prépublications qui typiquement n'ont pas encore été évaluées par les pairs. Mais on exclut aussi par défaut cette base. La raison, c'est que parce qu'on n'a pas le contrôle et c'est pas le même niveau de qualité que les autres bases de données. Donc après, vous pouvez être plus inclusif en disant non, non, moi je veux le maximum, d'accord? Ok. Et à partir de là, je peux récupérer plus de publications. Ok. Je jette juste un coup d'œil. Est-ce qu'il y a des questions? Et après, je vais pouvoir poursuivre. Ok. Alors, dans le chat, pas de questions pour l'instant. Et non plus pour la section questions-réponses. Ok. Donc, l'idée, c'est ça, c'est d'avoir un petit peu le contrôle sur qu'est-ce qu'on inclut ou pas, quel type de contenu on veut inclure dans notre synthèse de littérature. Par exemple, moi, je pourrais m'intéresser les dissertations et thèses, par exemple, en intelligence artificielle. Ou est-ce que on veut avoir des informations sur le financement ou l'utilisation de l'intelligence artificielle dans le contenu médical, Medline, qui proviennent de PubMed, par exemple. Ou plutôt les brevets pour Derwent Innovation Index. Alors, ce qui est intéressant aussi, c'est que ce contenu qui provient de cette base, on peut aussi l'ajouter à son propre profil. Alors, il n'y a pas très longtemps, j'ai fait une session sur les profils dans le Web of Science. L'idée, c'est que forcément, on peut rajouter ces publications, si c'est les nôtres, bien sûr. On peut les rajouter à notre propre profil. Et on verra ici, il y a une distinction. Donc, ce chercheur, par exemple, de Finlande, on le voit, il a 2000 documents, 2000 publications. Il y en a 1747 dans Core Collection. Et il a 48 prépublications, 48 dans d'autres collections, 175 qui ne sont pas indexées. Parce qu'on peut ajouter des publications même si elles ne sont pas indexées. Ok, alors ce que j'ai envie de faire maintenant, c'est la chose suivante. Je vais faire une petite démo. Mais avant de faire la démo, je veux appuyer sur quelques points en termes de différence sur les normes qualité et pareil en termes d'analyse. Juste pour comparer très rapidement, donc Core Collection, la collection principale du Web of Science, et Research Commons. Dans le Web of Science, on a les revues des ouvrages, donc livres, chapitres de livres, et les actes, actes de conférences, les colloques, alors que dans Research Commons, on ne parle que de journaux. Web of Science Core Collection, donc quand on dit journal indexé dans le Web of Science, factor d'impact, etc., les conférences indexées, les actes de conférences, tous ces types de contenus subissent ou passent dans un processus de sélection éditorial qui est en interne, indépendant de Clarivate. Alors que là, pour Research Commons, il n'y a aucune sélection éditoriale, il y a pas de, on va dire, de nettoyage ou d'amélioration ou de sélection de contenu. Nous, dans la collection principale du Web of Science, on obtient directement les données bibliographiques depuis la source, alors que pour cette base, on les obtient depuis des sources ouvertes comme Crossref et OpenAlex. Nous, ici, on va s'intéresser beaucoup à l'intégrité de la recherche en termes de contrôle de qualité, visibilité des rétractations grâce à Retraction Watch, alors que pour cette base, il
il n'y a pas de contrôle d'intégrité de la recherche. Vous allez voir très rapidement que les métadonnées pour la collection principale du Web of Science sont de haute qualité. Donc ça, il y a tout un historique, mais aussi une philosophie derrière et beaucoup de travail qui est effectué pour atteindre ce niveau de qualité de données. Alors pour Research Commons, l'idée c'est que, enfin, comme les données proviennent de différentes bases de données ouvertes, le niveau de qualité est relativement faible. Des fois, les données sont incomplètes ou manquantes. Euh, pour la collection principale, on va enrichir les données, par exemple l'unification des organisations, des chercheurs, classification des publications, les données de financement, etc. Alors que là, les données sont plutôt volatiles et on essaye d'améliorer autant que possible. Alors, je vous ai montré tout à l'heure l'exemple de Univ Iceland, de l'Université d'Islande. Donc ça, c'est un travail qu'on fait. Euh, L'historique de la base remonte à 1900. Research Commons est plus petite, remonte à 2015. On indexe toutes les données bibliographiques, les références citées pour la collection principale, alors que l'exhaustivité ici pour Research Commons n'est difficilement ou n'est pas atteignable. Et la raison principale, c'est encore une fois la volatilité des données issues de sources ouvertes. Et ça, on le voit quand on fait une recherche avancée. Là, c'est les champs d'information qu'on peut interroger dans la collection principale. Pour Research Commons, la base a moins de champs d'information. Donc là, on a des choses très précises, par exemple la classification de la publication. Euh, je pense à, par exemple, les différents types d'années de publication. Est-ce que c'est l'année de publication en accès anticipé ou l'année de publication finale, etc. J'ai parlé des catégories du Web of Science, on ne les a pas ici. Ça va arriver, donc ça c'est progressif. Voilà, donc on n'a pas de colloque, on n'a pas de conférence, on n'a pas ce qu'on appelle les Keywords Plus. Bref, différents types d'informations ici qu'on n'a pas forcément dans cette base de données. Donc si on a besoin, en gros, si on a besoin d'une analyse, on va dire, puissante, fiable, précise, on va pouvoir utiliser les différentes analyses ici dans le Web of Science Co-Collection. Donc là, on voit les différents champs d'information qu'on peut utiliser, alors que pour Research Commons, les champs sont plus limités. Ok, alors je vais, maintenant que j'ai mentionné ça, je vais passer sur la démo. Pour Research Commons, donc pour ceux d'entre vous qui est à l'aise avec la plateforme Web of Science dans la recherche avancée, on le sait, on a la possibilité de sélectionner la base dans laquelle on va chercher. Pour ceux d'entre vous qui n'ont jamais utilisé Web of Science, très rapidement, Web of Science c'est un moteur de recherche de littérature scientifique. Ok, on a ce qu'on appelle recherche intelligente ou Smart Search, la recherche avancée, et l'assistant de recherche, qui est plutôt un outil d'intelligence artificielle générative. Donc là, c'est plutôt du chat. Moi, là, je vais me concentrer sur Research, Advanced Research. Mais ici, on le voit, on a aussi la possibilité de faire une recherche intelligente ici sur toutes les bases de données. Ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est recherche avancée. Ici, tout à l'heure, dans ma diapo, vous vous rappelez, j'ai toutes les bases de données ici. Et avec collection principale dans le noyau et après d'autres bases de données un peu plus satellites. Et ensuite, elles sont triées ici dans l'ordre alphabétique. Par exemple, Arabic Citation Index. On a pour chaque base de données un descriptif, Research Commons, qui remonte à 2015. C'est des données qu'on récupère de sources ouvertes, qui ne sont pas forcément disponibles dans la base de données Web of Science ou les autres bases de données. Et comme j'ai mentionné, c'est multidisciplinaire, du contenu multidisciplinaire connecté au réseau de citation Web of Science. Et on peut la chercher directement ici ou dans All Databases. Alors, je vais faire une recherche sur un mot-clé. Peut-être que quelqu'un peut me donner un sujet de recherche dans le chat. Sinon, je vais en utiliser un au hasard.
OK, alors j'ai pas de proposition. OK, j'en ai un. Federated learning. OK. Peut-être qu'on peut traduire ça par apprentissage fédéré. Donc federated learning, typiquement quand on fait une recherche sur des mots-clés, on cherche sur topic, d'accord? Et comme je vous l'ai mentionné tout à l'heure, donc là on a à peu près 45 000 publications. Par défaut, vous allez voir que les pré-publications et Research Commons ont été exclus, mais on peut être plus inclusif en disant je veux aussi les pré-publications et je veux aussi Research Commons. Vous voyez, on passe de 44 500 à 56 000. Ok, donc l'idée, c'est d'être plus inclusif sur les bases de données qu'on va inclure. Mais très important, ici, je peux faire une analyse très rapide. Quand on regarde ce sujet, la majorité des publications sont dans la base de données InSpec, donc là, c'est plutôt de l'ingénierie. Ensuite, on a la collection principale du Web of Science. Donc là, c'est les journaux indexés, conférences indexées, livres indexés dans le Web of Science. Et ensuite, on a aussi des brevets, des prépublications, quand même, 7000. D'accord? Et on voit Research Commons qui est quand même dans le top 6. Donc là, je vais vous montrer si je fais un filtre. Donc ça, c'est typiquement du contenu. Donc ça, c'est une publication de 2024 en accès ouvert dans un journal qui n'est pas indexé dans le Web of Science Core Collection, ou la collection principale. Alors on le voit, Federated Learning, c'est des mots-clés qui reviennent très souvent dans le titre, mais aussi très souvent dans le résumé. Ok. Et donc là, on le voit. Donc c'est un article, mais voilà, donc on est un peu limité en termes de métadonnées. Je vais prendre une publication qui a été fortement citée. Par exemple, si je prends ici, on va regarder celle-ci, par exemple. OK, peu importe. Ici, on va avoir donc le réseau de citations. Cette publication a été citée 425 fois. OK. Et il semblerait, donc là, on voit par exemple, donc ça, c'est les citations de toutes les bases de données qui proviennent de différentes bases de données. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'il y en a 369 qui viennent de la base de données de Web of Science Core Collection, donc un journaux indexés avec facteur d'impact, conférences et livres, etc. Mais il y a des citations qui proviennent de d'autres bases de données, comme une base de données du contenu en chinois, 5 citations de brevets qui proviennent de brevets, 34 qui proviennent de dissertations et de thèses, et 14 qui proviennent de la même base de données. Ok. Donc, donc ça, c'est un petit peu le lien qu'on peut faire des publications à partir des références. Alors ici, ce que je peux faire, je peux repartir dans ma recherche initiale. Ok. Ce que je vais faire, je pourrais faire ici une analyse rapide. Il semblerait que voilà, les Chinois soient très actifs sur ce sujet. Donc là, on le voit au niveau des institutions, mais on le voit au niveau des pays. D'accord? Euh, donc là, par exemple, et la raison pour laquelle on a, par exemple, ici, People's or China, donc République démocratique de Chine et China, ici aussi, pardon. La raison, c'est justement parce que les données qui proviennent de Research Commons sont pas forcément nettoyées ou améliorées. Par exemple, on le voit ici, on a UK 1803 et ensuite on a United Kingdom. Ensuite, on a People of China. D'accord? Donc, on a différentes façons. Donc, ça nous montre un petit peu les données qu'on a depuis cette base de données. Si je fais ça, Web of Science Core Collection. Donc là, je pense qu'on va toujours trouver la Chine en tête. Mais là, du coup, vous le voyez, on n'a que People's or China. On va pas avoir d'autres dénominations pour ce pays. Ok.
Donc ça, c'était pour cette, recherche et bien sûr, on peut faire une analyse. Alors si je prends toutes les bases, donc je repars sur 56 000 publications, OK. On a les analyses que je peux effectuer, comme là, j'ai des publications qui proviennent de Web of Science Core Collection, je vais pouvoir utiliser ça et je retrouve les différents champs de toutes les bases de données. Alors que si je fais, une autre recherche similaire, où là, je précise dès le départ que je veux chercher dans le Research Commons. OK, on va mettre, Federated Learning, le même sujet. Alors merci pour ceux qui ont proposé d'autres sujets dans le chat. J'ai pris le premier, premier arrivé, premier servi, mais vous avez compris, hein, c'est le même mode de fonctionnement, c'est les mêmes étapes si on veut utiliser cette base. OK, donc si je veux analyser ça, par exemple, vous allez voir, donc là, je suis limité à ces champs d'information. Qui sont les champs d'information disponibles pour cette base de données? C'est tout ce que je peux faire. OK? Donc, là, on peut si on et donc là, encore une fois, donc ça, c'est des feedbacks qu'on a déjà reçus. On dépend un petit peu des données disponibles dans les, bases de données, hem, ouvertes qui sont sources de Research Commons. Mais quand même, on travaille là-dessus, sur les institutions, les affiliations, par exemple. Pareil pour les pays. OK, alors est-ce qu'il y a des questions? Regardez dans le chat. Oui, alors dans la section questions-réponses, merci pour les suggestions de sujets de recherche. Hem, D'ailleurs, je vois qu'il y a pas mal de sujets de recherche qui ont été proposés en français. Vous verrez que, vous aurez toujours plus de résultats si vous cherchez en anglais, même si la publication originale est dans une autre langue. Parce que quand on parle d'indexation, je vais vous montrer un exemple. Si je mets Federated Learning dans toutes les bases de données et je vais par exemple, je m'intéresse à la base de données du contenu en chinois et même en coréen. J'ai cherché en anglais, mais j'ai quand même trouvé du contenu, indexé dans cette base. OK. Si je prends par exemple celle-ci, est-ce que alors celle-ci étant je vais vous montrer des publications. Par exemple là, si je prends Chinese et coréen, j'ai cherché en anglais, mais je trouve quand même des publications, par exemple celle-ci, en chinois. Et vous voyez que pour être indexé, ici le titre, le résumé, les références sont écrites en anglais, ou au moins les références dans l'alphabet latin, mais l'original ou le texte intégral est dans une autre langue. Donc pareil pour le français, pour ceux d'entre vous qui m'ont donné des sujets en français, je vous recommande d'être plus inclusif en mettant par exemple votre sujet euh, en français, mais vous mettez l'équivalent en anglais aussi pour trouver potentiellement plus de publications. Ok. Alors, il y a des questions qui arrivent. Quel avantage Research Commons offre-t-il pour les jeunes chercheurs? Quelles sont les principales différences entre Research Commons et d'autres plateformes de collaboration scientifique? Ok. Alors, l'avantage pour Research Commons, clairement, c'est d'être plus inclusif, c'est-à-dire que vous allez avoir accès à plus de contenu. Et ça est vrai pour les jeunes chercheurs comme les chercheurs plus expérimentés. On l'a vu tout à l'heure, le chercheur finlandais que je vous ai montré tout à l'heure, enfin, son profil, voilà, sur 2000 publications, il y en a 1800 sur Core Collection. Le reste était dans d'autres plateformes ou d'autres bases de données, pardon. Les pré-publications, ça peut être des publications
non indexés, et ainsi de suite. Quelles sont les principales différences entre Research Commons et d'autres plateformes? Alors, déjà, c'est pas une plateforme de collaboration scientifique. WebAuthn, c'est plus un moteur de recherche. C'est un outil qui est destiné à l'exploration de la littérature scientifique. C'est pas vraiment un outil construit pour la collaboration, même si on peut trouver des collaborateurs potentiels. Par exemple, ici, je vois des chercheurs qui correspondent à mes publications. OK. Euh, mais bon, c'est pas vraiment un outil. C'est un outil de début de collaboration, j'ai envie de dire. On peut trouver des chercheurs actifs dans le même domaine, leur adresse mail et ainsi de suite. Les différences, c'est vraiment d'avoir tout cet écosystème où vous avez ces bases de données qui sont liées entre elles à partir des citations des références. Alors, merci pour ceux qui m'ont proposé des sujets. Malheureusement, je ne pourrais pas faire une recherche pour tous les sujets. Je vous invite à le faire vous-même, comme ça vous pouvez explorer la base. Alors, une autre question, est-il possible de publier ou d'annexer sur Web of Science des articles rédigés en allemand, notamment dans le domaine du droit privé? Alors, la réponse est oui. Je peux faire un exemple très rapidement. Alors, je ne sais pas comment on traduirait le droit privé. Private law, par exemple. Je sais pas comment. Et je peux aller voir rapidement sur les langues. On a pas mal de publications sur le droit privé, où, voilà, donc là, c'est clairement un journal allemand. Et vous voyez, le titre et le résumé est en anglais, mais le texte intégral le texte intégral va être en allemand. Le journal, pour être annexé, il nous faut au moins le titre et le résumé en anglais. Les mots-clés aussi, c'est un plus. Et que les références soient écrites avec l'alphabet ABC, quoi. L'alphabet Roman script ou latin. La même chose ici. Donc ça, on sait que c'est une publication en allemand. Je peux aller la voir rapidement. Je sais pas si c'est bien la même publication. Alors, je suis pas du tout germanophone. J'imagine que ça, c'est la traduction. Hans Peter Manson. Je pense que oui. Ça m'a l'air d'être la même. Et si je fais read pour vous montrer un petit peu que le texte intégral, il est en allemand. Ok. Même si le titre s'il n'y a pas de résumé, même si le titre est en anglais. Donc la réponse est oui. La réponse est oui. D'ailleurs, c'est une technique pour identifier des journaux qui correspondent à votre sujet. Et si vous voulez publier en allemand, vous pouvez faire ça. Là, j'ai fait article. J'ai mis un filtre, vous avez vu, donc j'ai mis private law, langue allemand, article. On pourrait s'intéresser il n'y a pas beaucoup de publications, mais publications récentes. Et après, on peut faire une analyse rapide sur les sources. Donc là, on a des listes de journaux qui traitent du droit privé et qui publient aussi en allemand. Alors, on des astuces pour publier. Je partage plein de guides pratiques sur ma newsletter. Je vais mettre ça dans le chat. C'est plein d'articles, plein de guides pratiques sur l'édition, profil, accès ouvert, le choix du journal, rédiger son titre, l'édition, avoir des beaux graphiques, etc. Donc, je vous invite à explorer ça. Chaque semaine, en général, j'envoie un guide. Voilà, rédiger son manuscrit, comment on répond aux examinateurs, et ainsi de suite. C'est aussi là où j'annonce les webinaires. En général, je fais un webinaire par mois. Enfin, un en anglais, un en français sur le même sujet. Voilà. Comment rédiger son introduction, son résumé, l'idée d'avoir une thèse, une dissertation, une histoire à raconter, les différences entre méthode et méthodologie, comment faire une synthèse de littérature, et ainsi de suite. Bref, plein de guides
pratiques sur le sujet. Différence entre une question de recherche et une hypothèse. Voilà, donc je vous ai mis ça dans le chat. Alors une autre question, est-ce que la publication Web of Science est payante? En général, ça comprend combien de temps entre la soumission d'un article et la publication? Est-ce qu'il est possible de publier en français ou seulement en anglais? Non, on peut publier aussi en français. Bon, là, je l'ai fait pour l'allemand, mais vous avez compris la logique. Si je regarde, alors, je sais pas sur le droit, est-ce qu'on va avoir... on a des publications en français sur le même sujet, donc là, c'est private law aussi. Est-ce que la publication de Web of Science, c'est pas on ne publie pas dans le Web of Science, on publie dans un journal indexé dans le Web of Science. Pareil pour les conférences et livres, chapitres de livres. Donc le mode de publication dépend du mode de publication du journal, pas du Web of Science. Le Web of Science, ce qu'on fait, c'est qu'on prend les données une fois que la publication, elle est là, elle est disponible, elle a été publiée par l'éditeur. Donc on ne paye pas au Web of Science, on ne paye rien au Web of Science pour publier. Le mode de publication, donc là, c'est à voir avec le journal, mais typiquement, il y a deux grands modes de publication. Mode traditionnel où l'auteur ne paye rien, c'est le lecteur qui s'abonne, donc c'est le lecteur qui paye pour lire l'article. Voilà, c'est un petit peu ce qui se fait depuis très longtemps. Et ensuite, on a l'accès ouvert où là, typiquement, l'auteur va payer des frais pour que le lecteur n'ait pas à payer. Donc là, c'est l'auteur qui paye, c'est pas le lecteur. Et donc là, par exemple, c'est le cas pour cette publication d'accès ouvert. Et il y a une autre façon que, si vous n'avez pas forcément les moyens, c'est de publier en mode traditionnel. Donc, vous ne payez pas. Vous publiez dans un journal auquel il faut s'abonner pour lire. Et vous déposez la dernière version de votre manuscrit dans ce qu'on appelle un preprint server. euh, un serveur de pré-publication. Moi, c'est ce que j'ai fait pour chacune de mes publications. À chaque fois que j'avais la version finale, je la mettais dans le serveur des pré-publications. Ok, alors là, j'ai parcouru toutes les questions dans la section questions-réponses. Je vais passer dans le chat. Alors, une question intéressante. Est-ce que vous avez trouvé un pays ou plus qui ont plus de publications sur Research Commons que sur WOS? Euh, Pas à ma connaissance, mais on pourrait le faire. C'est relativement simple à faire. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que le Research Commons remonte à 2015, alors que Core Collection remonte à 1900. Donc, il faudrait prendre, on peut le faire, hein. Par exemple, on peut faire ça sur, donc on va prendre la même période, 2015 à 2025. Mais je ne pense pas qu'il y ait de tels pays, mais on pourrait regarder. Donc là, sur toute la base, entre 2015 et 2025, on est à 138 millions de publications et on a 37 millions pour Core Collection, 33 millions pour Research Commons. Et par exemple, ce que je peux faire, si je prends ça et ça, ok, et si je vais rajouter un champ, donc ça, il faudra le faire pour chaque pays. Si je prends Tunisien, ok, donc là, on voit le breakdown pour la période 95 000 dans Core Collection contre 7 000 pour Research Commons. Et c'est la tendance sur tous les pays, mais à ma connaissance, il n'y a pas de pays qui a plus publié dans Research Commons que dans Core Collection. Voilà, il faudrait le faire par pays. Moi, j'ai pas fait. Il faudrait que je demande parce que j'ai pas accès aux données brutes. Il faudrait que je demande, mais comme ça, je ne pense pas qu'il y ait des pays qui publient plus dans Research Commons que dans Core Collection. Encore une fois, Research Commons, c'est pas une plateforme dans laquelle on publie, c'est une plateforme basée sur Crossref et OpenAlex, donc typiquement des bases de données ouvertes. Et dans OpenAlex, on trouve aussi du contenu Web of Science Core Collection. D'accord? Donc il y a une intersection entre Research Commons et Web of Science Core Collection. Une question intéressante. Est-ce que tous les journaux de Web of Science sont impactés? Je pense que la question ici, c'est est-ce que tous les journaux
dans le Web of Science ont un facteur d'impact? Oui, depuis l'année dernière. Maintenant, quand vous allez dans Web of Science Core Collection, ici, les collections de journaux, c'est-à-dire en sciences, sciences sociales, sciences artistiques, sciences humaines et journaux émergents, ont un facteur d'impact. Est-ce qu'il contient des publications sciences exactes? Oui. Je peux vous montrer très rapidement sur ce qu'on fait, par exemple, ce qu'on appelle les Web of Science Categories. Il y en a plus de 250. Voilà, donc là, vous avez toutes les disciplines euh, dans le Web of Science Core Collection. OK, et l'idée à terme, c'est d'avoir aussi ces catégories pour Research Commons. Est-ce que pour chercher dans le Web of Science, il faut avoir un compte? C'est mieux, mais on peut utiliser Web of Science sans créer de compte, à partir du moment où on est connecté via son université ou via un accès national, par exemple, CNRST IMIST au Maroc, le CNUTS pour la Tunisie. Mais c'est bien d'avoir un compte parce que ça vous permet de créer un profil et aussi d'accéder à distance au Web of Science. Euh, ok, alors, ok, il y a eu d'autres questions dans la section questions-réponses. Oui, alors comment on publie au niveau du preprint? C'est très simple. Alors moi, dans mon domaine, on utilise beaucoup Arxiv.org. En anglais, on dit archive.org ou archive.org. Il suffit de créer un compte. Il y a des serveurs selon les domaines. Alors ça, c'est plutôt orienté physique, maths, info, et ainsi de suite. Aussi éco. Et là, il suffit de déposer donc de créer un compte. Donc là, moi, j'ai déjà un compte. OK. Et à partir de là, on peut soumettre. Donc là, j'ai mes différentes soumissions. D'accord? Bref, il y a un petit processus à mettre en place. Ce qui est intéressant, c'est que quand vous soumettez un manuscrit ici, ok, donc là, il faut renseigner les détails de la publication, etc. Web of Science va récupérer ces données. Je vais vous montrer un exemple de preprint que j'ai qui provient directement de Archive. Ok. Voilà, donc c'est comme ça que ça fonctionne. Euh, il y a aussi une plateforme qui s'appelle Research Square. Donc Archive, il y a medRxiv, bioRxiv, bref, il y a plein de plateformes similaires. Une autre question, j'ai une question concernant la disponibilité des bases de données pour le traitement du diabète dans le Web of Science. Alors, je ne pourrais pas malheureusement parcourir tous les sujets de recherche. Ce que je vous suggère de faire, c'est de faire une requête sur le sujet qui vous intéresse. Mais oui, clairement, si je mets diabète treatment, par exemple, treat ou treatment, vous allez avoir plein de publications. OK. Voilà, donc là, la même chose, on peut soumettre une prépublication. Il me semble que j'ai un profil ici. J'en avais déposé un, il me semble. Voilà, ils sont là. Et aussi, ce qui est intéressant, c'est que Research Square, par exemple, a un partenariat avec des journaux. Donc, c'est même fait automatiquement. Il suffit de donner son accord. Donc, Springer, par exemple, Scientometrics, ils ont un partenariat avec Research Square. OK. Alors, une autre question, est-ce qu'une connexion privée, on peut accéder au Web of Science? Oui, alors moi aujourd'hui, je suis connecté depuis chez moi. J'ai créé ce compte quand j'étais à mon bureau, où j'avais l'accès complet.
Et là, ça me reconnaît comme quelqu'un qui a l'accès complet. Donc, l'idée, c'est d'accéder d'abord depuis son institution et ensuite de créer son compte pour pouvoir accéder à distance, à domicile. Alors, pour une publication d'un premier article, quel type de journal vous conseillez? J'ai écrit un guide complet sur ce sujet. Je pense que je l'ai là. C'est une question qui revient très souvent. Méthode pour identifier le bon journal pour publication. Il y a plein de critères. Je vous mets le guide ici aussi. Euh, voilà, ici, je vous le mets dans le chat. Ok, alors j'ai fait le tour. Bon, comme prévu, je vous enverrai votre attestation dès que possible. Vous aurez également mes coordonnées. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me contacter. Et on reste en contact jusqu'au prochain webinaire, Inch'Allah. Le mois prochain, ça sera sur un autre sujet, donc sur le Web of Science, mais sur l'expérience utilisateur. Donc, je l'annoncerai très rapidement via newsletter. D'ici là, prenez soin de vous. Je vous dis à très bientôt et bon courage. Assalamu alaikum.